Bon, je vais faire ça comme ça, là. Je suis un gars qui fait de la radio, là, fait que c'est sûr que ma tendance, c'est d'être comme ça, mais je vais essayer de faire comme ça. Donc, exceptionnellement pour vous ce matin, au lieu de regarder comme 2, 3 ans en arrière, je me suis dit, pourquoi ne pas regarder 200 ans en arrière? Aujourd'hui, en 3 temps, là, je vais vous parler justement d'une brève histoire économique du transport, là. Puis là, on va arriver à vous, là, mais bouger là, dans l'histoire, là, c'est assez récent, bizarrement. Là. Il y avait bon, les piétons, là, puis après ça, le cheval, mais bouger à notre échelle, à l'échelle contemporaine industrielle, c'est quelque chose qui est assez récent, puis qui a progressé très, très, très rapidement. Puis je trouve ça intéressant de jeter ce bref regard en arrière pour un peu mieux comprendre où on est puis où on s'en va. Deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les transitions économiques, socio-économiques simultanées qu'on vit actuellement. Je t'écoutais, Nawal, parler de transition numérique, de main-d'œuvre, d'énergie, c'est là, hein, c'est de ça que je vais parler. Et finalement, évidemment, parler d'innovation, parler de transformation, parler de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, une brève histoire de l'économie, mais aussi du transport. Hein. Vous connaissez certainement cet objet. C'est la première locomotive, Richard Trevithick, là, qui dépose un brevet en 1804. Ça fait quand même un petit bout de ça. Ça a l'air gros, là, mais vous êtes plus grand que la cheminée. Là. Donc, c'est une très petite locomotive. Ça ressemble comme à un peu une genre de trottinette, là, si vous voulez, mais avec un moteur. Et ça permet évidemment de tracter des choses avec la vapeur. C'est quand même très intéressant. Et quand on regarde l'histoire là, qui a suivi, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que ça évolue beaucoup. 20 ans plus tard, on avait grossi un peu la machine, mais pas tant que ça. Le design ressemblait beaucoup. Puis si vous vous projetez encore 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, le design restait. Puis là, ça commence à ressembler un peu à une locomotive. Hein? Et il faudra attendre jusqu'en 1886 avant que vraiment on arrive à la locomotive là, telle qu'on se la représente, la bonne vieille locomotive au charbon, là, etc. Donc, ça a pris pas loin de 100 ans là, arriver à un design semi-fini. Puis là, évidemment, il y a eu plein d'autres itérations. Je ne suis pas un grand historien de la locomotive, là, mais vous comprenez où je veux en venir. Ce qui est intéressant, c'est que cette année-là, 1886, ça coïncide aussi avec ça. Boum! Et là, ça, c'est quoi? C'est un char. Enfin, genre, hein? Comme aussi une trottinette, finalement, mais un char, hein, c'est un véhicule, initialement pour une personne, puis vous l'avez vu, ça s'est élargi. En 1886, on lance ce produit-là. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'est de regarder combien ça coûtait. Hein? 600 Deutschmark, c'est quoi? C'est 1,5 fois le salaire médian de l'époque. Aujourd'hui, salaire médian au Québec, 50 quelques mille. Combien vaut un char? Il y en a toutes sortes de prix, mais mettons 70 000, ça vous choque-tu comme prix pour une auto? À peu près 1,5 fois salaire médian. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le prix des choses, parfois, nous semble cher, mais sur 200 ans ou 150 ans, n'a pas tant évolué. Hein? C'est quasiment marginal. Puis là, évidemment, l'automobile, elle a beaucoup, progressé de la même façon que la locomotive. Le Model T qui est arrivé aux États-Unis, puis dans les années 60, hein, on a élargi. Puis, éventuellement, le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord aujourd'hui, c'est quoi? C'est une Christie de grosse bébelle, c'est un Ford F-150. Il y a comme un pattern. On est parti d'une petite locomotive, puis on est arrivé à une grosse locomotive. On est parti d'un petit char, puis on est arrivé à un gros char. Puis moi, ce matin, je suis venu comment? Au crime, à partir de Saint-Lambert, Rive-Sud, avec une trottinette. Combien d'entre vous sont venus en trottinette ce matin? Vous allez voir, les amis, dans 20... Ah, toi, t'es venu en trottinette? Hier, t'es venu en trottinette. Vous allez voir, dans 20 ans, dans 50 ans, là, on va se déplacer en trottinette, puis peut-être qu'éventuellement, la trottinette, elle va devenir comme une locomotive ou comme un F-150, puis elle va tracter des choses. Moi, je ne rêve que de ça, hein, avoir ma trottinette, avec un container de 40 pieds derrière, m'emmener de Saint-Lambert jusque sur le plateau, tout va bien. Évidemment, ce qui est intéressant pour moi, je vous parle de trottinette, c'est pas votre métier, mais c'est qu'ultimement, la part modale de ces différentes technologies a beaucoup évolué. Et puis, évidemment, on a eu la pandémie, mais depuis 5 ans, pour les particuliers, on a énormément changé la manière qu'on se déplace à Montréal et dans la grande région métropolitaine. Évidemment, le transport en commun a beaucoup souffert, mais surtout dans les quartiers centraux, la mobilité active, la marche, le vélo a beaucoup progressé. Mais je ne suis pas ici pour vous faire un pitch le vélo, trottinette. Mon point, c'est que jusqu'en 5 ans, on est capable de vivre des changements assez radicaux de l'ordre de 7 à 10 % dans la part modale des particuliers. Donc, est-ce que ça va éventuellement survenir dans le domaine du transport de marchandises? Possiblement, et ça pourrait être très rapide. Et c'est un peu de ça dont je voulais parler. Pendant les 75 dernières années, il y a aussi quelque chose qui s'est passé à l'échelle de la planète. Hein. Puis encore une fois, je parle toujours de véhicules individuels, mais vous allez voir où je vais en venir. C'est qu'ultimement,
dans les années 50, les États-Unis produisaient comme tous les chars de la planète. Genre 75% des véhicules qui étaient construits dans le monde étaient construits par les Américains. Et aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est moins de 15% les Américains. Il y a plein d'autres pays qui s'y sont mis, dont évidemment, vous le voyez en haut, la Chine, qui aujourd'hui produit 25% des véhicules de particuliers en circulation. Et encore une fois, c'est de montrer qu'en une ou deux générations, il est possible d'avoir des transformations majeures sur le plan géopolitique aussi en matière de transport. Et c'est aussi un élément à prendre en compte. Je vous disais tout à l'heure que c'était resté relativement constant. Le prix, c'est pas tout à fait vrai. Le prix de la mobilité a aussi diminué depuis les années 50. On le voit en proportion du revenu. Ça a diminué, sauf une petite période très récente. Hein? Pandémie, quelqu'un? Non? Oui. Boum. Et là, on a vu le prix en proportion de la rémunération médiane augmenter très rapidement. Pourquoi? Parce que pénurie de tout. Hein? Vous vous rappelez, pénurie de tout? Et ce qui est assez étonnant, là, je ne sais pas si vous suivez l'actualité depuis quelques semaines, Donald Trump, ça se pourrait qu'on revive une pénurie de tout. Et donc, à quelque part, il y a une réflexion à y avoir sur le transport, oui, des particuliers, mais aussi sur le transport des marchandises, parce que ceci n'est pas un problème du domaine de la mobilité individuelle, c'est un problème de logistique qu'on a vécu pendant une courte période, pendant la pandémie, et on n'est pas exempt de revivre ça à nouveau au cours des prochains mois, des prochaines années. Vous vous rappelez de cette période-là, 13 mars 2020? Hein? On met le Québec en pause, 30 jours, on recommence, tout va bien. Ça a juste duré 30 jours, finalement, c'était pas si long. Hein? Transport, vous avez été peut-être un peu loin de chez, mais moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans cette période-là, c'est pas tellement la pandémie elle-même. Là, je suis pas un médecin, là, je suis pas un spécialiste des maladies. Ce qui m'a intéressé, c'est ça. Faut quand même être un peu fêlé pour se tâcher du papier de toilette en grande quantité. Combien de papier de toilette avez-vous chez vous, Patrick, Alain, mettons? Un paquet, mettons, de 24, peut-être 2, là, vous êtes allé au Costco en fin de semaine. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en avoir 56 paquets, mettons? De prendre une partie de votre REER pour aller acheter du papier de toilette? Il y a quelque chose d'intéressant dans cette image, puis je ne vais pas m'éterniser parce que je pourrais en parler longuement, mais moi, comme économiste, s'il y a bien un bien de consommation qui ne me fascine pas du tout, c'est le papier de toilette. Hein? Pourquoi? Parce que, dites-moi combien il y a de monde, je vais vous dire combien il faut de papier de toilette. Là. Bon, il y a des variations saisonnières, là, on s'entend, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est assez directement corrélé au nombre de paires de fesses. Là. Je veux dire, il n'y a pas de magie. C'est pas un marché qui fluctue, la demande, l'offre, c'est banal. Il y a un peu d'innovation, mais tu sais, franchement, le papier de toilette à la marge, Patrick Hamelin, pour aller chercher 15% de productivité, là, vous allez en mettre des milliards de dollars. Ça sert à rien de mettre de l'argent là-dedans. C'est rendu une pure... C'est le paroxysme de la commodité, le papier de toilette. Peut-on imaginer une petite odeur de lavande? Ah non, on s'en fout. C'est plate, le papier de toilette. Et pourtant, pendant une courte période, nous avons eu une crainte fondamentale de manquer de ça. Et ce faisant, on a créé de manière totalement irrationnelle une pénurie de papier toilette. Il faut le faire. C'est comme l'équivalent du bank run pour le caca. Là. Et ça, pour moi, c'est assez étonnant. On s'est rué vers quelque chose qui n'était pas rare et on a produit artificiellement sa rareté. Et c'est une période, pour moi, la pandémie qui est fascinante. Pourquoi? Parce que tout le monde pognait à la maison, en confinement, rien à faire. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait, Ben? On va se remettre en forme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut se remettre en forme? On se commande un vélo stationnaire. Et donc là, vous avez la demande pour les vélos pelotons. Là, c'est des vélos avec des écrans là, connectés, patents. Ça explose par un facteur de 3. Et c'est fascinant pour moi parce qu'il y a des entrepreneurs parmi vous dans la salle. Là, je suis vraiment des présidents. Là. Je vous dis, là, je multiplie la demande par 3. Party, hein? Soudainement, on passe de 2 à 6 millions de dollars. Mais Christy, il faut le livrer, ce 6 millions de dollars. Il faut du monde. Puis si tu es dans la fabrication, il faut des pièces, puis il faut des machines, puis il faut des pieds carrés, puis il faut des camions, puis il faut des palettes, puis il faut du retail, puis il faut du cash, hein, tout ça. Sachant bien qu'éventuellement, objectivement, la demande pour les vélos stationnaires n'est pas 3 fois plus grande, elle est temporairement 3 fois plus grande. Et je vous repose la même question. Vous pouvez multiplier par 3, mais dans un an, il faut diviser par 3. Qu'est-ce que vous faites? C'est impossible à gérer pour beaucoup d'entreprises parce que tu vas scaler, tu vas construire une usine, tu vas embaucher plein de monde. Dans un an, tu vas mettre tout le monde à la porte, tu vas essayer de louer ton local, tu vas revendre tes palettes, revendre tes camions. C'est pas comme ça que ça marche. À l'époque de la pandémie, j'ai travaillé avec Cookit. Ça vous dit quelque chose, des boîtes là, livrées à la maison? Ils sont passés de 12 à 60 millions de dollars par les ans. Ils m'ont embauché, il y avait des moyens. Mais soudainement, la pandémie finit, le déconfinement, puis là, c'est 60, 55, 50, 45, 40, what is going on? C'est ingérable. Je me suis fait mettre dehors. Mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire?
il n'y a aucune entreprise qui est capable, sur l'espace d'1 an, de passer de 60 millions à 25 millions puis de survivre avec le sourire. C'est très, très, très difficile. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans le domaine des microprocesseurs, mais plus près de vous, dans le domaine de la logistique, du transport, qui aurait cru qu'on aurait une pénurie de conteneurs? Là? Vous êtes plus expert que moi là-dedans, mais honnêtement, pour moi, les conteneurs, c'était pas mal proche du papier de toilette là, dans ma tête. C'était comme une commodité, on peut un peu voir venir. Et pourtant, on en a manqué cruellement pendant une courte période. Et ça a tout cassé la chaîne et ça a pris plusieurs mois à s'en remettre. On a essayé d'aplatir la courbe. Vous vous rappelez de ce monsieur, hein, R2? On a essayé d'aplatir la courbe. On a réussi à aplatir la courbe des cas. Mais ce faisant, on a désaplati à peu près tout le reste de ce qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire les courbes de projection économique. Et donc, on est rentré dans une période de grande incertitude et ça n'a pas arrêté depuis. Pendant une courte période, c'était tellement bizarre pour moi, encore une fois, qui regarde les marchés internationaux, il y a eu une courte période où le prix du pétrole était négatif. Si vous aviez de la place dans la cour, vous étiez prêt à prendre un baril de pétrole, on vous aurait payé 30 quelques piastres. Avais-tu de la place dans ta cour, toi, mettons? 2 barils, 60 piastres. C'est un peu dégueulasse, là, des barils de pétrole, mais écoute, t'en prends 10, tu fais un petit 300 piastres, ça paye l'épicerie, non? C'était assez étonnant que c'était moins coûteux de payer quelqu'un pour prendre un baril et l'entreposer que d'arrêter la chaîne de production pétrolière, d'arrêter les bateaux qui étaient en transit, de laisser les navires au mouillage dans les ports. C'était moins cher de payer quelqu'un pour gérer le problème à ta place que d'arrêter toute la patente. Et c'est quand même étonnant. Si on m'avait dit un jour qu'il y aurait de l'énergie à prix négatif de cette ampleur-là, je ne vous aurais pas cru. Mais évidemment, la demande était ce qu'elle est. On était tous à la maison, on n'allait plus nulle part. Et moi, je me suis fait prendre dans le 418. Là, j'ai mon chalet à Deschambault. Je me suis fait prendre dans le 418 au Québec. Là. Puis je me suis fait demander pourquoi j'étais là. Et justifier que j'étais au Québec, sérieux, faut le faire. Donc, on a vécu cette période-là. Et donc, comme si c'était pas assez, bien évidemment, alors qu'on sortait tout juste de la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé? Notre ami Vladimir a eu la grande idée d'envahir son voisin, l'Ukraine. C'est toujours pas fini. Ça devait prendre 24 heures, là, selon Donald. Bon, j'attends encore, mais... et pourquoi c'est important? Bien évidemment, parce que c'est une région qui génère énormément de pétrole, qui génère énormément d'engrais, qui génère énormément de céréales. Et donc, encore une fois, de manière exogène à l'économie, il y a eu ce choc qui est survenu et ça a flambé à peu près tous les prix d'intrants pour un paquet d'affaires. La Chine, pendant ce temps-là, finissait plus d'être sous le règne de la zéro COVID, donc ils ont complètement arrêté les manufactures. Et donc, les Américains ont commencé, franchement, si vous regardez la ligne du temps, à être un peu fâchés avec les Chinois vraiment à cette époque-là. C'était comme, qu'est-ce que tu veux dire, l'usine est fermée? Et c'est là où, notamment, là, Joe Biden a lancé le CHIPS Act, a lancé le Inflation Reduction Act, en tout 600 milliards de dollars. Hein? C'est pas pire, ça, 600 milliards de dollars, Patrick. T'aimerais ça, avoir un petit terrain de jeu de même, toi, je suis sûr, le 600 milliards. Tu ne saurais même plus à qui le donner, finalement. 600 milliards de dollars qui ont été investis dans l'économie américaine. Pourquoi? Pour rapatrier des capacités de manufacturing qui étaient chinoises vers les États-Unis. Donc, ce que vous entendez actuellement, là, sous couvert d'une espèce de maladresse un peu débile là, du bonhomme orange, ça a des fondements en 2021, 2022. Tout ceci n'est pas nouveau. Hein? Il y a eu beaucoup d'argent qui a été englouti dans cette idée de rapatrier vers ça. Et une autre chose qu'on a fait pour bien emmerder les Chinois, c'est qu'on a commencé à leur dire on ne vous laissera plus importer autant que vous voulez de semi-conducteurs. Et ça a créé plein de choses qui ont brisé, évidemment, en Chine. Et ça a créé aussi énormément de colère de leur côté, notamment parce que dans le domaine du transport, notamment du transport individuel, de plus en plus, la technologie est omniprésente. Hein? Aujourd'hui, un véhicule, c'est, oui, 2 roues puis un moteur, mais c'est notamment beaucoup, beaucoup de technologie. C'est une Tesla, mais les chars à gaz, c'est à peu près pareil aussi. Je ne sais pas si vous avez vu hier, Toyota a annoncé un camion, 10 000 $. C'est un moteur puis 4 roues. C'est assez innovant, honnêtement. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de tachymètre, il n'y a rien. C'est un moteur puis 4 roues. Puis bon, une plateforme en arrière, mais vous comprenez ce que je veux dire? On est en train de walk back la technologie parce que justement, on est de plus en plus inquiet que c'est un goulot d'étranglement dans notre capacité à déplacer des gens et déplacer des choses. Donc, on est en train de revenir, pas au modèle T tout à fait, mais on est en train de revenir en arrière. Et c'est une innovation d'une certaine manière. C'est assez particulier quand on y pense. Puis évidemment, il y a ça, hein, Taïwan, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est assez proche de la Chine. Puis Taïwan produit 90% des microprocesseurs critiques sur l'échelle de la planète qui sont dans genre vos running shoes, puis dans ce micro, puis dans mon téléphone, puis peut-être pas dans ton verre d'eau, mais il y a des microprocesseurs dans à peu près tout. Et donc, ultimement, si il devait y avoir un conflit dans cette région-là, ça pourrait mettre encore une fois à mal et faire fluctuer de manière excessive beaucoup de choses qu'on prend aujourd'hui pour acquis.
la proportion de la valeur aujourd'hui dans un véhicule automobile particulier, c'est près de 50 %. Hein? C'est quand même étonnant quand on y pense. Les pneus, ça coûte une coupe. L'acier, c'est rendu de moins en moins cher. Mais mettre toute l'électronique, tous les senseurs, tous les écrans, c'est rendu près de 50 % de la valeur du véhicule. Puis encore une fois, cette donnée-là est peut-être sous-estimée puisqu'on va peut-être, au cours des prochaines années, assister à des évolutions qui sont inattendues, encore une fois. Et puis, comme si c'était pas assez, on a eu évidemment le conflit en Palestine. Là. Puis là, j'aimerais organiser un débat ce matin avec vous. Non, je blague. Mais ce conflit-là, évidemment, en soi, j'ai pas envie de commenter sur le fond de l'affaire, mais ça donne que Israël, la Palestine, est dans une région, celle-ci, hein, qui produit environ 32 % du pétrole mondial. Et donc, on est toujours à comme une petite escarmouche près d'un grand conflit régional qui pourrait mettre à mal, encore une fois, la production énergétique pétrolière mondiale. Et ça pourrait faire très, très mal. Tout ça, évidemment, ce que ça fait, c'est que vous vous rappelez ma courbe tantôt de moins 30 quelques piastres. Ben là, depuis, le pétrole a évidemment réexplosé à plus de 100 $. Puis là, depuis quelques jours, descendu à 60, ce qui fait que d'un jour à l'autre, un de vos intrants les plus importants, le pétrole, le gaz, hein, l'énergie, passe de moins 30 à plus 110 à 60, ce qui fait que c'est assez difficile de faire de la planification stratégique, de l'anticipation rationnelle des coûts et donc de décider si oui ou non on va de l'avant avec certains investissements stratégiques ou non. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes dans le marché. J'ai presque fini mon petit spiel là, pour vous inquiéter là, puis vous faire vous ronger les ongles, mais c'est pas fini parce qu'il y a aussi les politiciens canadiens qui jouent la game. Puis là, Patrick, ferme tes oreilles. Mais à chaque fois qu'on a droit à un budget ou à une mise à jour budgétaire à Québec et à Ottawa depuis longtemps, là, j'essaie de me rappeler quand c'était pas le cas, à chaque mise à jour, le déficit est pire et pendant plus longtemps. C'est la première fois de ma vie, là, puis moi, je suis la politique depuis que j'ai genre 12-13 ans, j'étais assez précoce. C'est la première fois de ma vie que ni l'un ni l'autre des paliers gouvernementaux n'a même la prétention d'atteindre l'équilibre budgétaire. Ils nous bullshit même plus qu'ils vont arriver à zéro. C'est comme, non, ça, c'est comme plus vraiment une affaire qu'on veut faire, l'équilibre budgétaire. C'est comme des déficits à perpétuité. Et donc, c'est assez étonnant parce que de fois en fois, le déficit s'approfondit et se perpétue pendant encore plus longtemps. Et donc, c'est assez inquiétant comme contribuable, comme entrepreneur, de dire il va falloir tôt ou tard que ce party-là arrête, soit qu'on va couper dans les dépenses, soit qu'on va augmenter massivement les revenus, c'est-à-dire les impôts, les taxes sur les entreprises, etc. Et Québec, c'est la même chose. Et donc, ça fait quoi un gouvernement? Ben là, déjà, ce sont des gouvernements qui sont tous ou presque en fin de règne. Hein? Puis là, je ne veux pas commenter, là, je ne fais pas de politique, mais bon, on sait qu'à Ottawa, c'était la fin. Là. On verra si c'est vraiment la fin. Mais en tout cas, on a eu une fin de règne de M. Trudeau. On a à Québec des élections, en tout cas, qui s'en viennent à peu près un an. On verra ce que ça donne. On a à Montréal des élections majeures qui vont aussi donner un changement. Et donc, à tous les niveaux, il y a des changements politiques majeurs. Et donc, qu'est-ce qui arrive quand des gouvernements sont en fin de règne? Ben, ils font souvent un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est comme après moi le déluge. Hein? Et donc, ça nous donne des affaires comme des taxes sur les véhicules électriques chinois annoncées à 48 heures de préavis. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont des Polestar. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Il y avait des véhicules sur des bateaux qui s'en venaient, des gens qui avaient des commandes, qui avaient mis des dépôts. Qu'est-ce que tu fais? L'auto, elle s'en vient, tu doubles son prix. C'est impossible. Il y a des gens qui ont investi dans un concessionnaire à Laval qui sont en train de bâtir de la capacité de livraison pour électrifier le parc automobile. Et là, tu doubles le prix de leur intrant. Un peu chiant quand même quand on y pense. Et puis évidemment, le programme éco-camionnage, de la même façon, hein, qui cherchait à inciter les gens qui font du camionnage à se lancer dans l'électrification. Encore une fois, c'est comme, ça vous arrive-tu des fois là, d'aller à l'épicerie puis que votre carte, elle passe pas, mettons? C'est quand la dernière fois que ça vous est arrivé? Vous êtes tous des gens riches, là, c'est ça le problème, hein? Ça vous est déjà arrivé, mais genre il y a 10 ans, là, quand tu étais aux études, là, puis bon, tu checkais le prix des bleuets, là, mais ça arrive jamais, mais le gouvernement, lui, ça lui arrive des fois qu'il n'y a plus d'argent dans le compte chèque, comme, allez comprendre. Ce qui fait qu'on arrive à la fin de l'enveloppe, puis on s'en aperçoit juste la veille. Ce qui est quand même pour moi, encore une fois, Patrick, ferme tes oreilles pour ce bout-là, mais mais vous comprenez qu'on arrive à la fin de l'enveloppe, puis on n'est pas capable de donner un préavis d'une semaine, d'un mois, de 6 mois. Simonac, quand j'ai plus d'argent dans mon compte chèque, je le vois venir, là, les amis. Mais le gouvernement n'est pas capable de faire ça. Si bien qu'on dit, demain, il n'y en a plus d'argent de subvention pour tel ou tel programme. Ce qui fait que vous aviez pris des décisions rationnelles d'investissement et vous êtes incapable d'aller de l'avant avec ça. C'est quand même assez anxiogène. Et finalement, cette histoire de la taxation sur le gain en capital, je pourrais faire 1 heure là-dessus. Je vais me calmer. Mais quand même,
Il y a des gens qui investissent dans des entreprises, qui investissent dans des projets, qui se dédient leur vie entière à bâtir des entreprises. Puis alors qu'on arrive à une période qui est probablement une des plus grandes périodes de transfert de richesse de l'histoire de l'humanité. Là, on parle de repreneuriat, là, ça vous sonne une cloche? Là? C'est comme un peu omniprésent dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on fait, là? 5 minutes avant que tous les baby boomers passent leur business, on leur dit, ah ben soudainement, tu vas payer une coupe de 1000, une coupe de 100 000, une coupe de millions de plus. Puis évidemment, le gouvernement québécois suit, hein, parce que tant qu'à y être. Et donc, ultimement, on change constamment les règles du jeu sans aucune forme de préavis. Et si on m'avait dit que le taux d'inclusion du gain en capital allait augmenter l'an prochain de 3 puis l'année d'après, je suis bien pour un débat sur le taux d'inclusion du gain en capital. Je pense que c'est une question sociale qu'on peut avoir. On peut faire une élection entière là-dessus si vous voulez. Mais de grâce, n'annoncez pas ça à 3 jours de préavis. C'est pas comme ça qu'on doit régir l'économie quand on a un gouvernement responsable. Et puis là, on sort du gouvernement, mais pour vous dire qu'au croisement de tous ces bordels que je vous raconte depuis tantôt, il y a un monsieur dont la tâche est très ingrate, qui s'appelle Tiff Macklem, qui est le gouverneur de la Banque du Canada. Et lui, il regarde une affaire, 2, 3 affaires, mais il regarde l'inflation surtout. Et évidemment, la période qu'on a vécue, pénurie de vélos stationnaires, pénurie de conteneurs, pénurie de tout, pénurie de main-d'œuvre, a fait en sorte qu'il y a eu une forte période d'inflation. Moi, j'ai 43 ans, j'ai fini mes études en 2010. L'inflation, honnêtement, je savais vaguement. Tu sais, j'ai un doctorat en économie. Tu sais, je comprenais vaguement c'était quoi l'inflation. Tu sais, l'inflation, c'est 2 comme hypothèse de travail. Là. C'est comme toujours, ça a toujours été 2 En fait, depuis 2010, c'est toujours 2 Est-ce que vous vous rappelez l'époque de 2010 à 2020 où on commentait sur l'inflation à tous les 2 jours? Ben non, parce que c'était toujours 2 l'inflation. On avait comme oublié qu'il y avait cette notion-là d'inflation dans notre économie. Et là, soudainement, pour la première fois de ma vie professionnelle d'adulte, il y a 8 d'inflation sur plein d'affaires. Ce qui veut dire qu'il faut que je donne 8 d'augmentation à mon staff, que je vais payer 8 de plus pour mes intrants, 12 de plus pour mon immobilier, etc. Et donc, encore une fois, imprévisible. Et non seulement tout augmente, mais en plus, le coût de financer cette augmentation-là augmente elle aussi. Et pas qu'un peu, on est passé de 0,25 à 5 en l'espace d'à peu près un an, ce qui évidemment change complètement les paramètres. Est-ce que certains d'entre vous qui allaient faire des investissements qui ne les ont pas faits parce que le taux était à 9, 10, 11, 12 bien sûr. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on slack sur l'investissement, on slack sur la R&D, on slack sur l'innovation. Et ça fait très, très mal sur les perspectives de croissance d'une économie à l'échelle consolidée. Et encore une fois, les gens pensent que la banque, parce que c'est une banque, c'est économique, mais c'est pas économique, une banque centrale. C'est un facteur politique exogène au fonctionnement de l'économie. C'est un dude qui se lève un matin, qui prend une décision. C'est pas un paramètre purement économique. Et encore une fois, ça s'ajoute à mes griefs. Et donc, comme dirait l'ami Arruda, ceci n'est pas plat. J'ai presque terminé mon introduction. Ça va bien? Je vous ai parlé de ces gens-là, hein? Puis c'est drôle parce que c'est une slide que j'ai récupérée d'une conférence que j'ai faite il y a 1 an. Là, fait que je vous recycle mon vieux stock. Là. Ça sent pas le réchauffer, pourtant. Il y a 1 an, je disais à qui voulait bien l'entendre, je vais prendre un petit pari avec vous. 2 de ces 3 personnes ne seront plus au pouvoir dans 1 an. Et là, tout le monde, il riait. Eh bien, j'ai gagné mon pari. Yes! Je vais aller collecter un petit peu. Et là, bon, j'aime bien M. Legault, mais on va se le dire, ça se pourrait qu'il soit plus là dans 1 an. Donc 3 sur 3. Et en plus, il y a ce dude-là. Et là, parlons-en un petit peu de ce dude-là, parce que c'est 2 slides, hein, ça va ensemble. C'est comme le même spiel. Je disais, et là, on ne sait pas qui va être élu à la Maison-Blanche. Je disais ça il y a 1 an. On ne sait pas. Et donc, c'est générateur de beaucoup d'incertitudes de ne pas savoir. À l'époque où je disais ça, il y avait Joe Biden versus Donald Trump. Et donc, déjà, on a remplacé le candidat démocrate. Ça, c'était de l'incertitude sur l'incertitude. Mais ce qui est assez particulier pour moi aujourd'hui, en vous parlant, on est quoi, le 16 avril 2025? C'est que le dude, il a été élu et ça l'a aucunement réduit la quantité d'incertitude. S'il y a de quoi, ça n'a fait que l'augmenter. Et donc, c'est comme la cerise sur le sundae de ce que je vous raconte depuis tantôt. Il y a plein de facteurs exogènes, générateurs d'incertitude. Et vous avez comme le Chief Incertitude Officer qui vient d'être élu à la Maison-Blanche. Et il y en a pour 3 ans et demi encore. Là. Fait que juste comme, si vous n'êtes pas bien avec l'incertitude, sortez. Mais ça va être un facteur qui va régir la manière dont l'économie et les entreprises vont évoluer au cours des prochaines années. Puis là, honnêtement, j'ose espérer qu'ils ne vont pas trouver une manigance pour y avoir un 3e mandat, mais c'est comme, j'en peux plus. Moi, parenthèse, dans la vie, je fais de la chronique économique à la radio, puis à la télé, puis dans le journal. Honnêtement, je dors mal depuis 1 mois.
C'est comme à tous les matins, je me lève, puis c'est comme une surprise, tu sais. Et donc, je suis comme épuisé. Puis je pense que vous l'êtes plus que moi encore parce que vous avez peut-être des dollars qui sont en jeu, alors que moi, j'ai juste, 10 minutes à faire à la fois. C'est épuisant et donc, ultimement, cet épuisement-là pourrait se traduire par des mauvais résultats. Et donc, vous êtes là. Rah! J'espère que vous avez une bonne épée, une bonne armure, puis j'espère que les gouvernements sont là pour vous soutenir. Ça va? C'était mon introduction. Maintenant, parlons de 3 transitions simultanées parce que, tant qu'à y être, on va parler de ce qui s'en vient. Ça, c'était le passé, là, on va regarder vers l'avenir. 3 transitions simultanées, démographie, énergie et mobilité. La première chose que j'aime dire dans cette section-là, c'est qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que quelqu'un veut parler de pénurie de main-d'œuvre? La pénurie de main-d'œuvre, là, juste pour vous rappeler, on est comme ici, là. Hein? À chaque année qui passe, jusqu'en 2030, quand même dans 5 ans, il va y avoir de moins en moins de population active sur population totale. À chaque année, il va y avoir moins de cerveaux et de paires de bras disponibles sur le total de la population, incluant l'immigration, de manière continue. C'est assez intéressant parce qu'en fait, en 2030, on va arriver au plus bas et à partir de ce moment-là, ça va se mettre à augmenter, si bien qu'en 2040, quand moi, Francis Gosselin, 43 ans, je vais prendre ma retraite, il n'y aura pas autant de monde disponible dans l'économie québécoise qu'aujourd'hui. Donc, si vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, attachez votre sucre avec de la broche. The worst is yet to come. Vraiment excitant. Et en plus de ça, non seulement il n'y aura pas plus de monde, mais le monde qui sont là ne sont pas le même monde. Et donc là, vous êtes quand même des gens d'une moyenne d'âge raisonnable. Hein? Quel âge as-tu, Othman? 34. Tu es sous la médiane, je pense. C'est de toi je parle. Il y a quelques années, je faisais des conférences et je disais, les jeunes, ils arrivent, les jeunes, sur le marché du travail. Et là, ils ont les 2 pieds sur la glacière, hein, l'iPad, 24 heures par jour. Et là, aujourd'hui, ils sont arrivés dans le marché du travail. Et ce qui est assez étonnant, si vous regardez ma slide là, en V précédente, c'est qu'évidemment, comme ils sont moins nombreux pour la quantité totale de population à servir, et comme on a fait croître l'économie et comme il y a de plus en plus de besoins, ben ils ont le gros bout du bâton, les jeunes aujourd'hui. Hein? C'est pas comme, je suis pas comme, les jeunes, mais j'ai 43 ans, je suis relativement jeune, mais les jeunes, ils arrivent, puis donc, ils ont des exigences qui sont plus élevées que ce qu'on avait, mettons, il y a 20 ans, puis ce que nos parents avaient, c'était comme, tu viens travailler, tu fais des heures, je te donne des sous, puis c'est ça, tu sais, c'est une job. Aujourd'hui, il y a des attentes genre, c'est quoi le purpose de ta compagnie? Le purpose. C'est quoi ta position sur Israël? Okay, sur Black Lives Matter, OK? C'est quoi ta position, toi, sur Black Lives? J'ai fait un doctorat en économie, j'étais au HEC, je lis Harvard Business Review. J'ai aucune idée. Vous, là, toi exclu, mais au-dessus de 40 ans, là, vous êtes allé à l'école, vous avez fait des MBA, vous avez fait tout ce que vous voulez, vous lisez la presse en management. À aucun moment de votre parcours, on vous a parlé de ça. Moi, là, quand j'allais en management au HEC, c'était le PODC, là, planifier, organiser, diriger, contrôler. Si tu pouvais racheter un petit fouet là-dessus, là, c'était bon. Là, hein? C'était assez rigide. Aujourd'hui, la relation au travail a fondamentalement changé. Et donc, nous ne reverrons pas une telle abondance de travailleurs au cours des 20 prochaines années. Ceci est l'abondance, chers amis. Donc, rentrez-vous ça dans la tête. Il faut travailler avec ce paramètre d'abondance et se réjouir de la grande quantité de main-d'œuvre disponible au Québec. Et le dernier facteur en matière de démographie, c'est qu'en 1870, là, quand on inventait la petite voiturette là, autonome, les gens travaillaient 3000 heures en moyenne par année au Canada. Calcul mental, 50 semaines, 60 heures en moyenne par semaine, 3000 heures. Comme Germinal dans la mine, il crachait là, la suie là, en allant boire sa bière le soir. Quand même, on a bien progressé, là, on va se le dire. On est plutôt autour de 2000 aujourd'hui, donc on a chopé 1000 heures de travail. Bon, on dira on est plus productif, on ne va pas à la job en cheval. Il y a des choses comme ça qui ont bien avancé. Ce qui est plus inquiétant pour moi, c'est que depuis ma naissance, là, mettons 1980, ça continue de baisser. Et donc, mon papa, là, quand il m'a eu et qu'il allait à la job, mon papa, il travaillait, enfin, mon papa lambda, là, 1827 heures par année. Et aujourd'hui, ou plus ou moins aujourd'hui, si vous trouvez un travailleur, il vous donne 1687. Donc, on a perdu en moyenne
3 à 4 semaines de travail par travailleur sur toute l'économie canadienne. Donc, il y a moins de monde en proportion, ils sont vraiment weird, puis ils travaillent beaucoup moins d'heures. C'est quand même étonnant en matière de démographie, mais c'est drôle, mais c'est pas drôle, en fait, parce que c'est des facteurs. Et je vous dis, ça se termine en 2017. Je vais faire un petit pari avec vous, là, avec l'accentuation du ratio dont je vous parlais, avec la COVID, avec le télétravail, avec la semaine de 4 jours, avec un paquet de bébelles de même. Ça se peut que ce chiffre-là continue à baisser. Donc, vous allez finalement trouver un cerveau ou une paire de bras, puis vous donnez une semaine de moins de travail, encore une fois. Et donc, pour chaque X employé, il va vous falloir un employé de plus, ce qui va mettre une pression additionnelle sur les marchés du travail. Et évidemment, le Québec, champion toute catégorie de ne pas travailler, est juste un petit peu en dessous là, de la moyenne canadienne. Je vais juste vous rassurer là, qu'on est vraiment bon chez nous. Moi, je suis un entrepreneur, évidemment. Là, puis je sens qu'il y en a plusieurs dans la pièce. Là, je travaille quand même pas mal. Là, c'est sûr que en ce moment, je suis en congé de paternité. Je fais 20 heures par semaine. C'est vraiment relax. Là, c'est comme wow. Mais pour beaucoup de monde que je connais, puis beaucoup de gens de ma génération, travailler 40 heures, c'était comme ce qu'on faisait du lundi au mercredi. Puis après ça, ben, tu avais le jeudi puis le vendredi. Puis des fois, il fallait que tu rentres le samedi matin, because, petite urgence client. Et donc, il y a comme une rupture très intéressante en matière de démographie. Et finalement, bien évidemment, au cours de cette génération de 1980 aujourd'hui, pour à peu près 50 de la population, le travail est beaucoup moins routinier et beaucoup plus flexible. Et même depuis 2020, ça a changé énormément. Et donc, on est de plus en plus dans ce qu'on appelle des métiers non routiniers. Et donc, c'est très intéressant parce qu'évidemment, depuis cette période-là, la création de nouveaux emplois, elle s'est faite où? Elle s'est faite dans les emplois non routiniers. Même dans des contextes manufacturiers, même dans des contextes logistiques, le travail est de moins en moins répétitif parce que la dimension répétitive, on peut l'automatiser, on peut mettre un algorithme à sa place. Je ne dis pas que tout est un algorithme, mais à la marge, graduellement, ce qui est répétitif peut être transformé en automate et ce qui ne l'est pas requiert un input humain, évidemment. Et donc, il y a quelque chose aussi de très intéressant qualitativement sur comment le travail va évoluer dans les prochaines années. Et la dernière chose, évidemment, le sujet qui fâche, c'est l'immigration. En 1910, comme vous voyez ici, on a accueilli 400 000 nouveaux arrivants au Canada. À peu près la même chose que l'année dernière. Si vous remarquez? À l'époque, la population canadienne était de 10 millions de personnes. Et donc, on a accueilli en un an 4 d'augmentation de la population. Aujourd'hui, la population canadienne, elle est genre 40 millions là, et des poussières. On a accueilli aussi 400 000, c'est un peu moins d'1% de la population. Il y a quelque chose qui me choque là-dedans, moi, parce qu'en 1910, là, je ne sais pas si vous avez vu les pépines de 1910, il n'y avait pas de pépines en 1910. Les gonaclous de 1910, il n'y avait pas de gonaclous en 1910. Les femmes, surtout les hommes qui construisaient des bâtiments, des maisons, c'était avec leurs deux mains, leurs deux jambes. C'était genre plus proche de construire les pyramides de la construction résidentielle aujourd'hui. Et donc, fast forward 100 ans plus tard, avec toute cette innovation technologique, toutes ces capacités, toutes ces machines-outils qu'on a à portée de la main, qui coûtent 222 $ chez Rona, on est incapable d'accueillir, toute proportion gardée, un quart des flux migratoires qu'on était capable d'accueillir il y a 100 ans. Il y a quelque chose qui me choque là-dedans. Parce qu'éventuellement, vu que la population active diminue rapidement, vu que la fertilité des Canadiens et des Québécois est très faible en deçà du taux de remplacement, on a comme deux choix. Soit on apprend à construire des maisons, puis accueillir du monde, puis à les rendre productifs, soit on va vivre un inévitable déclin. Et ça, make your pick. Moi, je suis plutôt du clan des gonaclous, personnellement. Et ce qui est le problème avec l'immigration, justement, c'est pas un problème en tant que tel. C'est un problème notamment qu'on n'est pas capable de loger les immigrants puis de les mettre à contribution rapidement. Il n'y a pas d'enjeu d'accueillir 400 000 personnes. On l'a fait il y a 100 ans. Le problème, c'est que ces gens-là, on leur dit Canada, plus beau pays du monde, on fait des publicités au Maroc puis en Tunisie, puis le monde y arrive puis il couche sous un pont. Tu sais, c'est comme, what the hell? Donc, on a un problème, à la limite, d'ingénieurs à résoudre pour accélérer l'intégration des immigrants. Puis, comme je vous dis, on a juste deux choix. Soit on fait ça et on résout ce problème-là, soit on va vivre un déclin démographique qui va s'accompagner d'un déclin économique. Et je ne sais pas si vous avez vu les pays qui ont vécu ça dans les dernières 10-15 ans, ça fait très mal décliner sur le plan économique et sur le plan de la richesse. Ça nous emmène évidemment à des situations complètement hallucinantes comme celle-ci. Les développeurs du Grand Victoria sont incapables de trouver des travailleurs pour bâtir de nouvelles maisons car ils ne peuvent trouver de maisons pour les travailleurs. Après ma conférence, on va faire un petit brainstorm et on va essayer de résoudre ce problème-là. Ça nous emmène à plein de situations comme celle-ci où, ultimement, on n'a pas la main-d'œuvre pour accueillir les gens, puis on a besoin des gens pour avoir de la main-d'œuvre. Et donc,
on va rentrer vite dans une spirale très destructrice si on n'est pas capable de résoudre l'enjeu de la main-d'œuvre. Et je vous le redis, l'immigration fait assurément partie de la solution. Je ne dis pas laquelle, je ne dis pas comment, je ne dis pas quand, mais il va falloir qu'on ait une sérieuse réflexion sur le taux de remplacement de la main-d'œuvre au Québec et au Canada. Et donc, évidemment, vous connaissez ça. C'est la pyramide démographique. Les boomers sont en train de quitter la force de travail rapidement. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ultimement, dans le monde, il va y avoir une décroissance de la population à l'horizon 2050, selon plusieurs scénarios. Donc, la question, c'est qui va décroître et qui va se stabiliser et qui va croître et quels vont être les résultats au niveau macroéconomique de toutes ces fluctuations démographiques. Je passe là-dessus. Deuxième élément dont je vais vous parler, deuxième tendance dont je vais parler, c'est l'énergie, évidemment. Le Québec, on est super bien placé. Toute notre énergie est ou presque est renouvelable. Hein? C'est le party. Hein? On est comme future-proof en matière de sources d'énergie. Évidemment, le problème, c'est que la demande énergétique, elle est strictement croissante. Hein? Puis on le voit, là, c'est un grand sujet, projet de loi 69, le grand débat, etc. Et ce qui est étonnant pour moi, c'est qu'en fait, on rajoute des nouvelles possibilités, des nouvelles sources à l'échelle mondiale beaucoup plus renouvelables que non renouvelables, mais la croissance est tellement grande des besoins en énergie qu'en fait, on ne remplace presque pas les sources non renouvelables. On ne fait que remplacer cette demande additionnelle par des sources renouvelables. Donc, il va falloir éventuellement s'attaquer à la partie du bas de ce graphique-là. Et encore une fois, ça veut dire accélérer énormément la cadence à laquelle on déploie des énergies renouvelables au cours des prochaines années. On a la chance au Québec d'avoir évidemment un acteur central qui est quand même assez dégourdi, là, Hydro-Québec. Et vous l'avez évidemment remarqué, mais il y a l'électrification des transports qui va prendre une grande partie de cette demande énergétique additionnelle au cours des prochaines années dans la stratégie québécoise. Et donc, il va falloir trouver des manières de fournir de l'énergie nouvelle pour le transport, hein, pour ce que vous faites puis ce que je fais. On a commencé à brainstormer il y a quelques années, là, après la dernière élection. Évidemment, on a lancé des appels d'offres pour le solaire, l'éolien, un paquet d'affaires. Le problème avec beaucoup de ces nouvelles sources qu'on ajoute au réseau actuellement, c'est que ce sont des sources qui sont intermittentes. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il fait soleil, il y a de l'énergie. Quand il vente, il y a de l'énergie. Mais quand il n'y a pas ces paramètres-là, ben, vous n'avez pas l'énergie. Donc, ce n'est pas fiable. Ce que ça permet de faire, évidemment, c'est que ça permet de garder les bassins un peu plus pleins. Donc, nos réservoirs hydroélectriques servent de batterie, ultimement. Mais le problème, c'est qu'on a en plus une faible hydraulicité au Québec depuis 3 ans. Donc, les réservoirs, les bassins sont relativement bas, toute proportion gardée. Et donc, on ne peut même pas tout à fait utiliser cette réserve-là comme capacité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il faut construire des nouveaux barrages, possiblement. Mais à la marge, vous comprenez que chaque barrage de plus qu'on fait est plus fâchant que le précédent. À un moment donné, quand on va détourner le petit ruisseau dans votre cour, là, vous allez être un peu fâché de ça. Donc, à chaque barrage de plus qu'on va mettre, il va y avoir plus de pushback, ça va être plus dans un territoire hostile. On a commencé avec ce qui était facile, c'est normal, mais on ne pourra pas en faire 10 autres barrages, probablement. On va arriver à un moment donné à un mur d'acceptabilité sociale. Donc, l'autre possibilité qui avait été explorée, c'était le nucléaire. Pour l'instant, M. Sabia a mis ça de côté après avoir examiné la chose. Puis ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, notamment, de plus en plus d'acteurs, même privés, s'intéressent à la notion d'énergie nucléaire, même de petites centrales nucléaires. Et ce qui est très étonnant pour moi, c'est qu'historiquement, le financement de l'énergie, c'était beaucoup des grandes utilities, des monopoles d'État comme Hydro-Québec. Et là, ce qu'on voit, c'est que la demande est tellement forte et tellement pressante que c'est les GAFA qui commencent à s'intéresser à mettre des milliards de dollars. Pourquoi? Parce que leurs propres besoins en matière d'intelligence artificielle, de cloud, de stockage, de fournir des services numériques est très grande et ils ne peuvent pas se fier aux utilities. Donc, ils disent, je vais, moi, mettre mes milliards pour créer une énergie de cette nature-là. Donc, ça va changer, évidemment, le panorama énergétique assez rapidement. Il y a cette image qui a été publiée dans le New York Times il y a quelques jours là, qui m'a beaucoup frappé, moi. C'est notamment le fait qu'en Californie, on a ajouté du solaire là, il y a quelques temps. Là, vous ne le voyez pas, mais ça va jusqu'en haut ici. Vous avez le gaz et les importations énergétiques. Donc, ultimement, le solaire a quand même, pendant la journée, permis de pallier à la grande majorité des besoins qui étaient fournis par du non renouvelable. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'aujourd'hui, on a rajouté une capacité de stockage via des systèmes de batterie et ça permet d'étendre éventuellement la durée d'utilité du solaire et de l'éolien. Et donc, encore une fois, vous ne voyez pas très bien, mais de réduire davantage, encore une fois, la demande pour le gaz et pour les importations. Et ça, les batteries, encore une fois, le Québec, on est quand même foutument bien positionné pour exploiter ça. Bon, ça a moins bien été ces derniers mois. Hein. Je ne ferai pas de commentaire éditorial là-dessus, Patrick,
Mais bon, j'y crois quand même, hein, c'est ça mon point. Donc, on a la technologie, on a le savoir-faire, et même si on a eu un petit, comment dire, un petit pas de recul, hein, il y a quand même une opportunité extraordinaire en matière de batterie. Et ça m'emmène à mon dernier sujet parce que l'énergie et la mobilité sont intimement liées. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Là, qui m'a dit qu'il y avait une auto électrique? Qui a une auto électrique déjà? Bon. C'est pas pire, c'est dans la moyenne. Aujourd'hui, votre auto électrique, notamment, bon, le Tesla, c'est moins hot, mais il y a plusieurs compagnies, Polestar, Tesla, il y en a qui offrent le service à domicile. Ça, c'est quand même assez nouveau. Mais qui plus est, j'ai même embauché une femme qui est venue changer mes pneus à domicile. Ça, c'est quand même cool. Et donc, de plus en plus, la mobilité, on avait cette idée qu'il fallait aller à quelque part pour avoir du service et de la maintenance. Maintenant, le service et la maintenance, de plus en plus, va venir à nous. Et c'est vrai pour les particuliers, c'est vrai aussi dans le domaine, évidemment, du transport de gros. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant dans cette idée de délocaliser la maintenance et le service. Et cette mobilité-là, elle va être. Ces services-là vont être de plus en plus nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on habite et on se transporte de plus en plus de kilomètres. Dans les années 60, les gens habitaient à 3 kilomètres de leur lieu de travail. Aujourd'hui, on habite à 14 kilomètres de notre lieu de travail. C'est multiplié presque par 5 la quantité de kilomètres qu'on parcourt sur une base quotidienne là, pour le commute. Et puis évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on on se retrouve sur une beaucoup plus grande superficie de territoire, hein, donc une forme d'étalement qu'on connaît. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'il va falloir aller de plus en plus loin pour offrir des services, déplacer des choses et des gens de plus en plus loin d'une espèce de centralité, voire éventuellement créer d'autres pôles centraux autour du pôle majeur, notamment dans le cas de Montréal. La mobilité électrique, elle progresse lentement, mais sûrement. Hein, c'est comme une trajectoire. Puis ce qui est vraiment intéressant pour moi, bien évidemment, c'est que le Québec est en tête hein, de l'électrification des transports. Sur les véhicules électriques vendus au Canada, on a presque un véhicule sur deux. On a été généreux avec nos subventions, il faut le dire, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant. Et là où je veux vous emmener, c'est qu'il y a évidemment la dimension écologique de tout ça. Hein. C'est sûr que, comme ça a été beaucoup dit, la production de véhicules électriques génère plus de CO2 à la fabrication, mais sur la durée de vie du véhicule, énormément moins. Donc, il y a vraiment un gain en matière de CO2. Mais j'ai publié une étude avec la chaire de gestion du secteur de l'énergie il y a 3 ans. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du point de vue du coût, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, surtout dans une place comme le Québec où, essentiellement, on donne l'énergie. Hein à 7, 8, 9 cents le kilowattheure. C'est comme un no-brainer du point de vue de la gestion des coûts que de faire la transition. Ça coûte à peu près entre 15 et 25 du coût d'opération par rapport à l'essence. On a comparé plein de modèles. Il y a des pays comme la Norvège, évidemment, qui montrent la voie. Hein. Je pense que c'était en 2022, là, 90 des véhicules neufs vendus en Norvège étaient électriques. Donc, il y a des pays qui ont pris ça beaucoup plus au sérieux que nous. Et ultimement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec les stations-service, qu'est-ce qu'on fait avec les garages, qu'est-ce qu'on fait avec la maintenance, comment est-ce qu'on requalifie les gens qui réparent, hein, parce que c'est pas tout à fait les mêmes technologies, c'est pas les mêmes façons. Donc, c'est beaucoup plus que l'objet de mobilité, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour de ça qu'il va falloir innover à une vitesse grand V. Et la bonne nouvelle, c'est que si on regarde le facteur coût des batteries, des instances de recharge, de tout ce qui est génération d'énergie solaire, éolienne, etc., leur prix diminue à une vitesse grand V. Il y a 5 ans, j'ai fait faire un devis pour installer des panneaux solaires sur ma maison. C'était 38 000 You know. J'ai refait faire le même devis l'été dernier, c'était rendu 29 000 Et je vous prédis que si je refais ça dans 5 ans, on va peut-être arriver à un moment donné à 20 000 Et ça, ce qui est intéressant, c'est que quand ça commence à être des rendements de 5, de 6, de 7 sur le dollar que tu investis, mon Dieu, qui dit mieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui fait 7 clockwork année après année sur son CPG? Plutôt de l'ordre de 2,5, 3, 4 Donc, ultimement, ça va devenir un investissement intéressant que de faire la transition énergétique. Et si c'est vrai pour les ménages, ça va être vrai aussi pour les usines, pour les sites, pour les détenteurs de terrain. Il va y avoir une rentabilité inhérente à investir dans ces technologies-là, des rentabilités qui vont être en revenus fixes, qui vont être avec aucune variabilité. Donc, c'est quand même très intéressant. Et là, évidemment, ça va changer les règles du jeu parce que construire un char électrique, ça prend, ben, vous le voyez, là, moins de monde. Hein. Évidemment, il y a moins de pièces, il y a moins de mouvements, on est capable de centraliser davantage. Et le problème, c'est qu'à terme, on estime qu'il va falloir environ 30 de moins de main-d'œuvre pour faire un véhicule électrique équivalent à un modèle à essence. Ça va être un problème, évidemment, parce que cette main-d'œuvre-là, il va falloir faire quelque chose avec.
Par contre, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que de la main-d'œuvre, on va en avoir besoin. Donc, libérons-la de cet endroit-là et mettons-la ailleurs. Et puis bon, évidemment, chez nous, on a fait beaucoup d'investissements là-dedans, comme je le disais. Ça marche un peu moins bien, mais gardez confiance, il y a quand même une carte à jouer pour le Québec en matière d'électrification. Et la dernière chose, évidemment, c'est qu'on est un petit peu en train de perdre la course, là. Puis bon, à la lumière des événements récents, je ne sais pas si vous avez vu ce véhicule-là, c'est la U9 de BYD, non? Elle saute par-dessus les nids de poules. Fait que je sais pas pour vous si votre char il saute par-dessus les nids de poules, là, mais je vais juste la laisser jusqu'à temps qu'elle saute, là, mais il va falloir innover. Mettons, un camion qui saute, peut-être pas, mais je vais juste. Ah oui, on peut baisser l'aspect. Oh oui, autonome, ça va de soi. C'est une vieille technologie là, de conduite autonome. Bon, tiens, parfait ça. Excellent. Plus de nid de poule. Dire à Valérie Plante qu'elle peut sabrer dans le budget. Là, plus besoin de régler ça. Les nids de poule, les chars, ils vont sauter par-dessus. Évidemment, bon, pour les camions, là, je ne vais pas voir un 18 roues là, sauter par-dessus des trous, mais ce qu'il y a là-dedans, ultimement, c'est pas tellement le fait qu'elle saute, c'est le fait que la technologie de suspension est rendue hyper sophistiquée. Puis vous avez peut-être, je voulais pas vous mettre 14 vidéos, mais il y a une autre vidéo d'un véhicule chinois, lui aussi, qui roule là, sur des bosses, puis il y a des flûtes à champagne sur le capot, puis les flûtes à champagne, une par-dessus l'autre, ne bougent pas. C'est quand même fou raide, là. Donc, ultimement, ça va permettre plein d'affaires, notamment sur le coût d'entretien des routes, sur les dommages qui sont apportés aux véhicules, etc. Donc, il y a énormément d'innovations qui vont se faire à l'intérieur même. Puis ces technologies-là, on peut certainement les transposer nous-mêmes dans nos propres usages. Et la dernière chose dont je voulais parler sur la mobilité, c'est ça. Moi, j'ai un F-150 Lightning. J'ai pas l'air de ça, mais je suis comme un gros truck et une trottinette. Je suis comme un gars de paradoxe. J'ai un F-150 Lightning avec une grosse batterie de 131 kilowatts. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans mon Lightning, j'ai des prises. Donc, je peux sortir de l'énergie jusqu'à 80 ampères. Je ne sais pas s'il y a des gens. Et donc, je peux chauffer ma maison, je peux partir ma sécheuse, pas très longtemps, là, mais je peux alimenter ma maison. Et donc, ultimement, je ne l'ai pas faite. Là, il faut fixer le panneau, là, puis c'est un peu compliqué, mais j'ai la possibilité de le faire. Mais ultimement, je vous prédis que dans peut-être 5 ans, ça va être de plus en plus fréquent. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il va y avoir un autre phénomène qui va se produire, c'est qu'avec la pénurie d'énergie dont je vous parle depuis tout à l'heure, on va assurément rentrer dans une phase où la tarification dynamique va être obligatoire pour tout le monde. Moi, je joue à ça, là, au chalet, à la maison, là, tarif D, flex, patente, là, je ferme ça avec mon application. Mais ultimement, tôt ou tard, la tarification flexible va être obligatoire pour tous les Québécois. Et ce que ça veut dire, c'est que pendant la journée, pendant la nuit, vous allez acheter de l'énergie à 6-7 cents le kilowattheure. Et pendant les périodes de pointe, vous allez l'acheter à 20 cents, 30 cents le kilowattheure. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes un peu smart? Vous allez utiliser la batterie de la voiture pour faire le souper, pour prendre votre douche, pour partir de la sécheuse. Mieux encore, on va peut-être rentrer à un système éventuellement vehicle to grid où on va pouvoir vendre de l'énergie à Hydro-Québec et donc acheter à 7 cents quand il n'y en a pas besoin et revendre à 20 cents quand il y a des fortes demandes. Et donc, c'est cute pour ta Hyundai, là, Ioniq 5, là, c'est encore un petit peu plus intéressant pour ton F-150 Lightning. Mais imaginez un Christy de gros truck avec une batterie de 500 kilowatts. Ça vous tente pas de générer un petit 1000$ par semaine à jouer sur les temporalités d'achat et de revente? Donc, le véhicule devient générateur de revenus. Et ça, pour moi, c'est quand même assez fascinant. C'est qu'on va commencer de plus en plus à penser le véhicule non pas seulement comme quelque chose qui déplace des gens ou des marchandises, mais comme aussi une source d'énergie connectée avec une grille plus large où les temporalités vont nous permettre de générer des revenus. Beaucoup plus facile de faire financer ton acquisition si tu peux promettre au banquier que ton truck il va te générer 500$ par semaine. Et donc, ultimement, ça va changer même les paramètres de coût d'acquisition, d'amortissement. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant et c'est imminent. Là. Ça s'en vient évidemment au Québec et un peu partout dans le monde. Il y a quand même plein de choses. Je vais vous laisser là-dessus sur la mobilité, mais plein de choses qui vont évoluer dans le domaine de la mobilité. Puis, je ne sais pas combien d'entre vous sont venus ce matin en Uber, en Bixi. Oh, bravo. Mobility as a service is not there yet. Hein? C'est comme tu es une exception. Je pense quand même qu'on va y assister de plus en plus à cette transition-là. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus de cette notion de mobilité sur demande, à mobilité des individus, mais aussi des marchandises, à travers l'utilisation de plateformes, à travers l'utilisation
de capacités qui sont sous-utilisées. Aujourd'hui, quand je vois des camions qui se déplacent à vide, quand moi, je vais à Québec dans mon F-150 Lightning tout seul, ma seule option, c'est Amigo Express. Puis honnêtement, je sais pas, là, pas trop mon vibe. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a comme plein d'opportunités, éventuellement, d'optimiser la masse d'investissement, les actifs de mobilité qu'on a dans la société québécoise pour les rendre beaucoup plus productifs. Et donc, ça va venir assez rapidement. Il ne manque qu'un joueur, éventuellement, qui va fédérer tout ça. Et ma crainte, c'est qu'on l'a vécu dans le domaine du taxi. Hein? C'est une compagnie un peu bâtarde, un peu asshole, un peu emmerdante, Uber, qui est arrivé, qui a cassé tout, qui a emmerdé tout le monde, en France, là, ils mettaient le feu là, au taxi, etc. J'ose espérer que Uber Freight ne va pas faire la même chose au domaine du camionnage. Mais encore une fois, pour anticiper ça, il va falloir s'y prendre un petit peu d'avance et donc il va falloir commencer à réfléchir à comment nous-mêmes on est capable de mutualiser nos actifs, comment nous-mêmes on est capable de mettre nos capacités ensemble. Et donc, mon ami Benoît va vous faire un pitch sûrement à un moment donné. Il fait ça, lui, avec des capacités manufacturières, mais encore une fois, dans le domaine de la mobilité, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très intéressant qui s'en vient de ce côté-là. La transition énergétique, comme je le disais, est inévitable dans ce secteur-là, ce qui va permettre aux coûts marginaux de diminuer. Hein? Ce qui est intéressant dans la mobilité électrique, et c'est vrai pour les particuliers comme pour la mobilité industrielle, c'est que le coût d'acquisition est plus élevé. Hein? Vous le savez, si vous avez magasiné le char électrique, c'est un peu plus cher. Ce qui est intéressant, c'est que le coût marginal, chaque kilomètre que tu parcours, coûte presque rien. Moi, demandez-moi d'aller faire une conférence à Bécomo, là, j'adore. Christy, je charge 60 cents du kilowattheure, puis ça me coûte rien. Ça me coûte comme 22 $ y aller. Tu sais. Et donc, c'est la même. Ça, c'est moi, mais évidemment, à l'échelle industrielle, cette idée de ramener le coût marginal le plus près possible de zéro, ça permet d'acheter peut-être à un plus fort prix, de financer, puis éventuellement d'utiliser pendant plus longtemps, puis de générer de la rentabilité sur le long terme. Et donc, on convertit du CAPEX en OPEX. Hein. On va éventuellement, peut-être même, plutôt que d'acheter, se mettre de plus en plus dans des patterns de location. Et donc, on l'a vu depuis 20-30 ans dans le domaine de l'automobile des particuliers. Ça va certainement venir dans d'autres domaines. Et les banques et les clients vont s'y intéresser aussi. Ça va? Il me reste encore quelques slides. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Veux-tu que je passe mes slides vite? Il te reste encore du temps, Francis. Ouais, est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans la salle? Oui, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vais prendre quelques questions, puis après ça, je vous ferai un petit spiel de fin là, pour vous encourager. Vous avez une question, monsieur? Oui. Approchez-vous donc, là, qu'on vous voit. Là. Vous êtes grand, chauve, barbu. Ils vont pomper de l'eau en haut, qui est utilisée, la turbiner lors des périodes de pointe. Au Québec, avec les types est-ce qu'on pourrait faire ça parce que le solaire est plus dans le sud, les barrages sont dans le nord, il y a des capacités. Oui. Puis c'est là où ça va être. J'ai pas toutes les réponses. Là. Je n'ai que des questions, à vrai dire, mais il y a Yvan Clich, qui est un expert du cérium avec qui j'ai eu la chance de jaser récemment, qui dit que c'est une possibilité. Donc, déjà, il faut prendre ça un peu pour du cash, mais toute la question des sources d'énergie, puis de comment on va gérer les patterns, puis est-ce que votre véhicule va être intégré ou non, c'est toujours une question de coût marginal. Ultimement, combien coûte le panneau solaire? OK, fait que là, mettons, tu déploies des millions et des millions de panneaux solaires. Combien ça te coûte marginalement par kilowattheure? Puis là, ultimement, il y a une perte d'aller chercher l'eau en bas puis de la ramener en haut. Fait que là, tu as une autre. Fait qu'ultimement, si tu rajoutes quelques cents, personne ne va faire ça si ça revient à 20 cents le kilowattheure. Mais c'est sûr que s'il y a une façon, comme je le dis, avec les coûts de ces technologies-là qui diminuent rapidement et avec peut-être des innovations technologiques dans. Mais tu sais, ultimement, transporter 1 kilogramme d'eau sur 1 kilomètre de distance, là, c'est juste la physique. Il ne faut pas avoir fait un doctorat en physique pour comprendre que ça va prendre une quantité d'énergie. La question, c'est quelle est la quantité de perte qu'il y a dans le système, puis comment est-ce qu'on peut le faire de manière le plus efficace. Puis peut-être qu'à des moments de crise, on va préférer payer 20 cents le kilowattheure que d'avoir plus d'électricité. Fait que ça va être ça aussi la question. On est un peu les pieds et mains liés au Québec, malheureusement, par le système patrimonial régi de l'énergie. Là, puis je ne veux pas rentrer dans une grande diatribe là-dessus, mais on vend l'électricité vraiment peu cher au Québec, malheureusement. Fait que ça nous donne aussi un peu moins de degrés de liberté pour explorer ça. En France, où l'énergie, surtout au début de la crise russe ukrainienne,
c'était 30 cents le kilowattheure à certains moments. C'est sûr que c'est plus intéressant d'explorer n'importe quel scénario, alors qu'au Québec, on en a une grande quantité qui nous a paru pendant longtemps infinie. Fait qu'on a exploré les choses qui sont un petit peu plus proches d'un cost point autour de moins de 10 cents le kilowattheure. Puis donc, ça limite un peu ça. D'autres questions? Ben? Ah ouais? OK, ben je veux pas vous emmerder, là. C'est juste que j'avais comme des petites leçons pour l'avenir. Fait que parlons d'avenir. Vous connaissez ce graphique-là certainement tous par cœur. Hein? Vous êtes des gens d'innovation et d'entrepreneuriat. C'est probablement le livre d'économie et de management, moi, qui m'a le plus frappé de ma vie. Hein? C'est Le dilemme de l'innovateur de Clayton Christensen. Christensen, donc, il a écrit ça tardivement dans sa vie. Et ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'on fait quelque chose dans la vie. Là. Célestin, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Développe un TMS. Développer un TMS, parfait. Tes premières années, tu n'étais pas très bon. Puis là, à un moment donné, tu es venu bon parce que tu en as fait beaucoup. Puis là, maintenant, tu es genre le meilleur dans ton secteur. Puis là, peut-être qu'à un moment donné, tu découvres qu'il y a comme une autre affaire, une autre opportunité, un autre secteur dans lequel tu pourrais exceller. Fait que tu recommences souvent à un niveau où tu es moins bon que ce que tu fais de manière excellente. Le problème, c'est que le dollar que tu investis aujourd'hui dans ta compagnie, il te génère, je sais pas, 1,50 $. Donc, à chaque fois que tu investis $1, tu as un rendement. Pour développer une nouvelle technologie, il va falloir que tu investisses ces mêmes dollars-là puis qui vont te générer 90 cents. Donc, tu n'as aucun incitatif à faire ça. Le problème, c'est que si tu veux faire grandir ta business 2 fois, 3 fois, c'est ces nouvelles technologies-là qui vont te permettre d'atteindre de nouveaux plateaux. Et donc, on se retrouve dans cette phase-là de dilemme où, ultimement, aujourd'hui, c'est plus efficace de faire exactement ce que vous avez fait depuis 20 ou 30 ans parce que c'est comme vous êtes bon là-dedans puis vous connaissez les paramètres de rentabilité. L'enjeu, c'est que quand le monde change, quand il y a de l'incertitude, quand tout est un peu brisé, comme je l'ai raconté dans la première partie, ultimement, ça se pourrait que votre technologie actuelle, elle meure. Puis là, vous allez vous retrouver avec rien. Fait qu'il faut commencer à investir en R&D, en innovation pour identifier d'autres possibilités de courbe en S qui vont vous permettre d'atteindre d'autres plateaux. L'enjeu, encore une fois, c'est que l'allocation du capital est très difficile parce qu'elle semble initialement inefficace. On met $1 puis ça génère rien. Il y a des gens qui font de la R&D dans la salle. C'est pas chaque expérience qui mène à un résultat probant. Hein? Souvent, ça donne à rien de faire l'expérience. Ou en fait, ça permet d'éliminer une option. Mais ultimement, on a, comme entrepreneur, toujours la tentation d'investir dans ce qui est droit devant nous et dans ce qu'on maîtrise le plus. Il y a plein d'exemples historiques. Là. Les allumeurs de réverbères à Paris, là, vous connaissez ça? Ils allumaient les réverbères. À un moment donné, est arrivée l'électricité. Puis ils se sont battus contre l'électricité. Fait que moi, quand j'entends du monde aujourd'hui se battre contre les chars électriques, j'entends des relents d'allumeurs de réverbères. C'est comme, vous pouvez vous battre, les gars, là, c'est fine, ça va durer 10 ans, mais à un moment donné, genre, vous allez pas. Il y en a plus beaucoup, des allumeurs de réverbères. De la même façon qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui exportent de la glace de la Norvège vers l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on a des réfrigérateurs. Et vous savez quoi? Les Norvégiens se sont battus eux aussi contre l'électricité. C'est quand même paradoxal, sachant qu'aujourd'hui, ils mènent la marche de l'électrification. Donc, il faut, encore une fois, quand les paramètres changent autour de nous, il faut essayer de saisir ces courbes en S qui vont nous emmener. Et je ne suis pas ici pour vous faire un pitch de vente là, pour les chars électriques. Ce que je vous dis, c'est la direction du vent. Attendez pas qu'on soit déjà de l'autre côté de la montagne pour commencer à vous intéresser aux possibilités qu'il y a autour de ça. Évidemment, dans le domaine de l'imprimerie, on a vécu la même chose, mais ce que j'entends souvent quand je parle d'innovation, quand je parle de transformation radicale du point de vue socio-économique, c'est qu'il y aura toujours des gens prêts à payer pour du vrai. Puis, j'aime les chars, là, guys. J'ai plein d'autos, j'adore les autos. J'ai même une partie de mon fonds de pension qui est dans des autos. Je suis dans un groupe là, de gens qui ont des Porsche, puis là, j'aime le bruit de la Porsche. Ouais, c'est correct, là, OK, tu peux brum, 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 là, mais il n'y aura pas toujours des gens prêts à payer pour du vrai. À un moment donné, là, les gens ils vont faire le switch. Puis oui, il y aura encore des Porsche en 2050, mais à un moment donné, c'est comme le grand revival du vinyle. Là. Vous comprenez? C'est que ça ne reviendra pas au niveau d'antan. Et donc, tu peux continuer à être nostalgique, j'ai rien contre la nostalgie. Mais à un moment donné, quand toute une société est en train de se déplacer dans une direction, on a ultimement un peu un choix à faire. C'est à quel moment je veux m'inscrire dans cette transition-là. Je voulais vous parler brièvement d'intelligence artificielle, mais je vais sauter. Cette vidéo-là a 7 ans, ce qui est quand même fou. Et dans la vidéo, vous avez le président de Google qui fait appeler dans un salon de coiffeur. Avez-vous déjà vu cette vidéo-là? Il fait appeler dans un salon de coiffeur pour prendre un rendez-vous. Et ce qui est très étonnant, c'est que la voix de l'intelligence artificielle imite toutes les intonations d'un humain. Là. Fait ouais, OK, OK.
Et donc, ça sonne vraiment, c'est très drôle. Et donc, on va peut-être venir à un moment donné où il y a des assistants Google qui vont parler à d'autres assistants Google. Maintenant, combien d'entre vous ont un assistant personnel en intelligence artificielle? Ah, levez les mains. OK, ben, comme les 3 qui travaillent en intelligence artificielle. Mais mon point, c'est que avez-vous entendu parler d'intelligence artificielle depuis 3 ans? Non. Ah non, on n'en parle pas assez, je pense. C'est quand même assez étonnant. On en parle tout le temps, yet personne, 8 personnes sur 150 l'ont vraiment expérimenté, l'ont vraiment mis en œuvre. Encore une fois, vous pouvez attendre là, que l'électricité s'en aille, comme les allumeurs de réverbères, mais tôt ou tard, il va y avoir cette transformation-là. Et je réitère, va être mieux être en avant de la parade qu'en arrière de la parade. Il vaut mieux commencer à expérimenter, vous avez vu cette image-là 1000 fois certainement, avec certaines technologies, que d'attendre et d'être improductif avec les technologies d'avant. Donc, devant nous, ultimement, il y a plein de moments Kodak. Il y a plein d'entreprises pour qui ça va mal finir. L'enjeu, c'est le fun, hein, comme citation. Tu peux me tweeter là-dessus. Il y a plein d'entreprises pour lesquelles ça va mal finir. Je vous souhaite que ça ne soit pas vous. Et là, vous avez un choix. C'est pas comme une fatalité. Là. Vous n'allez pas comme vous bercer sur les vagues de l'océan. Vous avez un choix à prendre et c'est aujourd'hui, c'est hier, c'est avant-hier qu'il fallait le prendre. Il faut commencer à explorer ça. Et donc, je reviens à ma courbe du dilemme de l'innovateur. Combien d'entre vous ont investi plus de 5 % de leur chiffre d'affaires dans la dernière année en R&D, en innovation? OK, 3 personnes. Les centres de recherche puis les CCTT, c'est ça, non? Vous êtes où, monsieur? OK, moi... Bien vu! En Bixi, en plus. Ce monsieur-là, il a tout compris. Vous l'écouterez plus tard. Mais là où je voulais en venir, c'est que quand on fait des choses... Oui, j'ai presque terminé. Quand on fait des choses bien, ultimement, on a tendance à se concentrer sur l'output et peut-être trop peu sur le processus. Pardon. Je suis un grand fan de Formule 1. Vous avez certainement vu ça. C'était il y a 2 ans. C'est les vieux modèles. Mais je sais pas, mettons, moi, quand je vais faire changer mes pneus, ça prend plus que 1,82 secondes. Je sais pas si c'est pour vous, mais y a-tu manière? Puis je parlais avec des gens dans le domaine de l'automobile il y a quelques temps. Il y a certainement des façons de streamliner ça. Drôlement, les garages, qui sont des milieux qui font la même chose depuis toujours, ont comme aucune réflexion, en fait, là-dessus. C'est comment le gars, il rentre, il met son auto dans la cour, là, il attend pendant 2 heures que ça soit son tour. Là, éventuellement, on monte sur le lift, on va faire d'autres choses. Le processus est zéro streamliné. Hey, un petit garage là, devrait être capable de faire 1000 chars dans la journée, honnêtement. Il y aurait tellement d'argent à faire, mais ils veulent pas. Il faut juste que tu alignes 17 personnes de manière un petit peu efficace. Peut-être qu'on ne le fera pas en 1,82 secondes, mais peut-être qu'on pourrait faire des changements de pneus en 5 minutes ou en 10 minutes. Puis vous voyez, anti-rouille métropolitain, mettons, là, c'est hallucinant. C'est un flux continu d'anti-rouille. Il y a toujours un char. À toutes les minutes, il y a une auto en train d'être servie. Ces gens-là, ils doivent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Malheureusement, ils le font juste comme 3 week-ends par année. J'ai presque terminé, mais on doit passer d'un système bordélique, un système où on laisse tout traîner, où on laisse tout derrière nous, à un système où on explore beaucoup plus systématiquement un paquet de technologies en même temps, mais de manière relativement transparente, de manière relativement collaborative, un peu comme ça a été fait dans plein de domaines. Et donc, je vous laisse sur cette citation-là. Hein, c'est Ernest Hemingway qui disait « How did you go bankrupt? » Bill asked. « 2 ways, Mike said. Gradually and then suddenly. » J'adore cette citation-là. Pourquoi? Parce que, ultimement, on a le sentiment qu'à la marge, ça va pas très bien, puis à un moment donné, il est trop tard. Puis là, je ne suis pas venu ici pour vous parler de faillite, là, puis pour vous dire que ça va mal finir. Mais mon point, c'est que quand ça commence à un petit peu aller moins bien, n'attendez pas le suddenly. Commencez à vous mobiliser. Et chose certaine, c'est que quoi que vous fassiez, essayez de rendre votre job un petit peu plus intéressante. Il n'y a pas de saut métier, mesdames et messieurs. C'est un peu glauque pour finir une conférence. Mais donc, merci à vous tous. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour des questions s'il y en a. Merci, Francis.